Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, désolée, on a 2 petites minutes de retard. Donc, je commence les petites présentations. Moi, déjà, je suis Camille, je suis responsable des admissions au sein de l'école Maestro. Je suis accompagnée de chez Maestro de donc Julie, qui est responsable pédagogique, donc qui s'occupe vraiment du contenu des formations. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de Maëva et Thomas, qui sont donc des alumni de chez Maestro. Thomas, c'était en janvier 2024, si je ne dis pas de bêtises, et toi, Maëva, en avril 2023. On fera un petit peu plus connaissance voilà, tout à l'heure. Julie, je te laisse mettre la presse. Bonjour. Oh. Désolée pour ça. C'est bon? T'enlèves toi. Ouais. Ok. On est dans la même salle avec Camille, c'est pour ça qu'on disait le petit problème. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vous laisse parler dans le chat pour échanger sur ce qu'on va dire et n'hésitez pas à poser des questions dans la partie Q&A dès que on aura fini la présentation, enfin le petit échange entre nous, on prendra vos questions. Merci beaucoup à Maëva et à Thomas d'être là aujourd'hui. Avec Camille, on se disait qu'on avait envie d'avoir ce moment pour que vous partagiez un peu votre expérience avec nous, parce que vous avez tous les deux initié des reconversions en product management. Et du coup, on voulait avoir votre retour d'expérience, comment ça s'est passé, en quoi la formation vous a aidé. Et qu'est-ce que vous faites exactement aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureux de cette reconversion? Et, et voilà, et comme ça pourra inspirer peut-être d'autres qui auraient envie de se reconvertir aussi. Et ça pourra aussi les inspirer sur comment on fait, quelles questions on se pose, et parce qu'on passe par plein de moments de doute aussi, et du coup ça nous paraît important de se dire qu'on les partage ensemble pour se dire qu'on n'est pas tout seul face à ces doutes. Maëva, juste, tu disais que ta formation tu l'avais faite pas en avril comme le disait Camille. Est-ce que tu peux tout dire du coup quand c'était pour toi? Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'était en août On ne 2023. t'entend pas. Si, c'est bon. Vous Pardon. m'entendez? Ah ouais, c'est bon. Désolée. Oui, donc août 2023. Juste après. Euh, Super. Je vais juste vous poser une petite question aux personnes qui sont là, savoir qu'est-ce que vous faites vous comme métier aujourd'hui, pour qu'on puisse un petit peu adapter les questions et adapter le contenu de ce qu'on va se dire. Je vous mets un petit sondage. Hop. Parfait. Et du coup, on va commencer. Peut-être que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu plus amplement. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre âge, quel était votre métier avant votre reconversion et quel est votre poste actuel? Maëva, je te laisse commencer. Oui, merci Thomas. Je suis Maëva, j'ai 36 ans. Juste avant, j'étais Head of Client Success dans l'Eventech. Et aujourd'hui, je suis Product Owner, Product Manager dans l'AssureTech. Alors, c'est bon? Merci à toi, Thomas. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Thomas, j'ai 31 ans. J'habite à Toulouse. Avant, j'étais dans le secteur, dans le domaine associatif, ONG, en tant que chargé de développement, communication. Et aujourd'hui, j'occupe un poste de First PM dans une start-up, voilà, en full remote. J'aurai l'occasion sans doute après de peut-être vous détailler un peu plus mon poste et mes missions, voilà. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous a motivé tous les deux à choisir de vous reconvertir dans le product management? Tu veux que je commence, Thomas? On Vas-y, reste sur le vas-y, fonctionnement comme ça. je te laisse commencer chaque fois. Ok, très bien. Moi, effectivement, comme j'étais déjà dans un secteur très technique
Je travaillais beaucoup avec des product owners directement sur le terrain. Et donc, pour moi, c'était déjà assez logique, en fait, que la suite de mon parcours, ça serait forcément du produit. Après, j'avais pas forcément la temporalité en tête. Et puis après, globalement, par rapport au métier, je pense que j'étais fascinée par la possibilité de pouvoir concevoir et de réfléchir le produit en lui-même. Alors moi, j'étais pas dans cet univers-là, j'étais dans donc, comme je vous l'ai dit, secteur associatif, ONG, mais lors de mes 5 dernières années, j'ai travaillé pour une radio associative et j'ai notamment eu l'occasion de participer à la réflexion, à la construction du développement de la nouvelle web app et de travailler du coup un petit peu sans le savoir à tout ce qui est recherche utilisateur, de travailler avec des agences web, donc tout ce qui était la conception, design, développement, et donc d'être toujours dans un rôle de coordination, parce que c'était mon travail, voilà, et donc de creuser un peu plus ces thématiques-là qui m'ont passionné, et voilà, le fait aussi d'être arrivé à un certain plafond de verre, on va dire, et envie d'évoluer, ont fait que voilà, je me suis orienté vers une autre carrière et reconverti voilà, dans le domaine du produit. Et pourquoi tous les deux, vous avez choisi de faire une formation pour ça? Moi, j'avais besoin de cadre. J'avais besoin de prendre le temps vraiment et d'être accompagnée par des personnes qui sont dans le métier. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen en fait d'aller jusqu'au bout du process. Parce que j'avais peur en fait en me lançant toute seule dans de l'auto-formation, de Ouais. pas aller jusqu'au bout ou d'avoir trop vite des billets en fait. Pour moi, c'est pareil, j'avais vraiment une envie de monter en compétences, d'acquérir de nouvelles méthodologies et je ne me voyais pas tout seul sans un cadre et une structure forcément y arriver. Et puis, c'est resté un monde assez vaste pour moi, je ne savais pas forcément trop dans quelle direction aller, donc j'avais besoin de rentrer en contact avec des personnes et d'être physiquement présent dans un lieu. En l'occurrence, moi, j'ai fait la formation en présentiel à Paris, donc pour moi, c'était une condition sine qua non d'être dans un cadre vraiment structuré. Voilà. Ok. Et vous diriez que Maestro, ça a contribué à votre préparation pour le rôle de product manager. De quelle façon, en quoi ça vous a aidé maintenant que vous avez pris vos fonctions? Maëva, je t'en prie. Je pense qu'il y a en fait beaucoup d'outils que j'ai découverts grâce à la formation, parce que concrètement, donc par défaut, on commence toujours par le poste de product owner avant de devenir complètement product manager. Donc, on sait que on va avoir toute la connaissance de la méthode agile, etc. Mais pour tout ce qui est de la partie discovery, où on va analyser en fait, qui va nous permettre de faire évoluer notre produit, j'avais aucune connaissance de ce qui pouvait se faire en matière d'atelier d'idéation, d'utilisation de framework. Et puis l'approche par des personnes qui font le métier, ça a toujours plus d'impact que de le voir juste détaillé dans un article sur un site internet ou quoi. Enfin, en tout cas, vraiment là-dessus, j'ai découvert des choses qui m'ont donné d'autant plus envie d'aller dans cette direction-là. Et que j'utilise aujourd'hui au quotidien. Moi, je peux que acquiescer tes propos, Maëva, et je vais juste compléter. Moi, ça m'a donné, voilà, comme tu l'as dit, un aperçu global et c'est vraiment, voilà, Maestro, ça a été un peu une bible où, voilà, on a tout un tas de frameworks, l'ensemble on va dire, des méthodologies qu'on peut appliquer dans les différents cycles de vie du produit. Donc, ça a été vraiment en ça très enrichissant. Les cas pratiques aussi qu'on peut faire tout au long du parcours ont été très enrichissants aussi. Le projet de fin où on est en équipe et on a vraiment une première immersion sur. En tout cas, pour moi, c'était intéressant, voilà,
de collaboration à plusieurs et de réponse à une problématique donnée. Voilà, donc ça, c'était vraiment des moments forts. Et puis les échanges avec les coachs, les intervenants, les alumni, l'ensemble du réseau qu'on peut se faire pendant la formation, c'est assez dense et hyper riche. Voilà, donc tous ces éléments-là ont été challengeants et motivants et permettent aujourd'hui d'avoir des bases pour être en poste en tant que PM. Après, ça reste, voilà, ça reste quand même, on va dire, un vernis. C'est à nous aussi derrière d'approfondir, d'aller creuser et de continuer bien sûr, à parfaire ses connaissances. Ouais, très clair. Quels sont les grands défis que vous avez rencontrés pendant votre formation? Vas-y, ouais, compris. Je pense que c'est plus des choses qui viennent de la. Enfin, moi, personnellement, c'était d'un point de vue de ma personnalité, dans ma façon d'aborder la formation. C'est plus le fait d'accepter de pas savoir, d'accepter de pas être forcément au même niveau que d'autres personnes vis-à-vis des différents aspects du métier de PM. Je pense notamment, par exemple, moi, le marketing, c'est un truc que j'ai jamais du tout abordé dans ma carrière avant. Et du coup, je me sentais complètement paumée au début quand on a abordé toute la partie product marketing. Mais voilà, il fallait aussi que je l'accepte pour pouvoir avancer. Évidemment, la confiance en soi, parce que tous les jours, on a l'opportunité de faire des ateliers et on présente à l'oral en groupe ce qu'on a imaginé. Donc, ça m'a aussi poussé à dire, bon, ok, ta confiance en toi, là, elle est un petit peu vacillante, mais vas-y, t'es dans un endroit complètement safe, te pose plus de questions, pense à ton sujet. Mais voilà, bon, moi, globalement, c'était surtout ça, et puis arriver à lâcher du lest, et aussi s'entourer des bonnes personnes. Et pour ça, je pense que on était une très, très bonne promo. On s'est tous beaucoup entraînés. Ouais. Pour moi, les plus grands défis, ça a été la capacité, on va dire, à assimiler une grande quantité d'informations dans une période finalement assez courte, d'arriver à des moments aussi à prendre du recul sur tout ce qu'on vient de voir parce qu'on voit différents modules et au début, on ne sait pas forcément, en tout cas, qu'on n'a pas de recul ou trop d'expérience à un niveau produit comme moi je l'avais, comment assimiler ces différents blocs, voilà. Et donc, il ne faut pas avoir peur, voilà, de se tromper, bien sûr, d'être partie prenante des use cases, de poser des questions et de se dire, OK, c'est OK de ne pas savoir tout de suite et de pas tout assimiler d'un coup, ça vient petit à petit. Donc, voilà, c'est un process qui se fait tout au long de la formation et voilà, on est toujours, moi je le considère toujours de toute façon en formation. Ouais, oui, encore aujourd'hui, ouais, c'est clair. Ouais, complètement. Complètement. Super. Une fois que vous avez terminé la formation, enfin déjà, est-ce que vous avez l'impression que Maestro, ça vous a aidé, ça vous a préparé dans votre recherche d'emploi? Et comment est-ce que après vous avez procédé? Est-ce que vous avez commencé à chercher pendant la formation, après? Comment ça s'est passé pour vous? Alors moi, de mon côté, j'ai pas cherché pendant parce que je voulais vraiment me consacrer pleinement à la formation et on était quand même, on avait, comme tu l'as dit, hein, Thomas, beaucoup de choses à voir et à assimiler dans une journée déjà. Et donc c'est très intense, un mois et demi, ça passe très très vite. Donc à partir de là, moi, j'ai décidé de commencer à envoyer des candidatures après. En revanche, pendant la formation, j'ai commencé à préparer comment j'allais le faire avec les coachs. Et donc là où j'ai été aidée, c'est dans la façon de construire comment je choisis la boîte chez qui je veux postuler à partir du moment où il y a une annonce. Et l'idée, c'était d'arriver à découper en fait l'annonce en critères et de se donner un nombre maximum de critères pour pouvoir dire est-ce que j'y vais ou pas. Ok, très clair. Et donc après, tu as postulé à beaucoup d'annonces après avoir terminé la formation. Comment ça s'est passé un peu ton parcours?
Alors, j'ai essayé aussi, encore une fois, d'avoir deux démarches. Euh, Celle d'envoyer des candidatures à des annonces existantes et celle d'envoyer des prises de contact avec des personnes qui travaillent dans des boîtes qui m'intéressaient. Donc, j'avais listé, en fait, les boîtes qui m'intéressaient. En gros, c'est un gros tableau Notion avec toutes les boîtes qui m'intéressent et toutes les annonces. Et en gros, j'essayais de faire en sorte d'envoyer entre 5 et 10 sollicitations, alors, si je pouvais dans une journée, mais on n'a pas toujours l'opportunité de le faire. Et donc, je suivais tout ça avec mon tableau, pour pouvoir en fait mieux gérer déjà mes lettres de motivation, pouvoir les stocker et pouvoir les reprendre en cas de besoin pour une autre candidature et pouvoir gérer mes relances en fait, avec un timing suivi. Oui, hyper important. Et tu as mis combien de temps à trouver ton job actuel après Maestro? Quelques mois, hein. 6, 7, 8, ouais, 8 mois. 8 mois. Et tu avais commencé beaucoup de process? Alors, en fin d'année, parce que du coup, on a terminé la formation mi-octobre. C'était très compliqué parce que fin d'année, les budgets sont bouclés, etc. Mhm. Donc, j'avais déjà des contacts, j'échangeais avec des boîtes, mais ils n'avaient pas d'ouverture de poste nécessairement. J'ai commencé vraiment à avoir des entretiens à partir de janvier. Ok. Mais après, j'en avais pas forcément énormément. Et après, je me suis assez vite orientée vers un stage parce que je voulais pas attendre trop longtemps. Donc, j'ai fait un stage avant d'arriver dans ma boîte actuelle. Ok. Voilà. Ok. Comme ça a pu te donner de l'expérience et peut-être plus de confiance aussi en arrivant sur le poste. Oui, en Ouais. fait, j'ai eu la chance de travailler chez La Lab où ils sont extrêmement bien structurés, ils ont énormément d'outils parce qu'ils sont ultra data-driven. Donc, Mm. j'avais le cadre idéal pour apprendre, en tout cas pour me perfectionner, pour vraiment apprendre le métier de product owner qui, pour Ouais. moi, est celui qu'on maîtrise le moins en sortant de la formation. J'avais tout plein d'outils pour faire de la discovery, donc c'était vraiment idéal. Ok. Super. Thomas, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi? Euh, Comment ça s'est passé pour moi? Moi, j'ai fini donc la formation début mars et j'ai trouvé dans un laps de temps finalement assez court, un mois et demi après, puisque fin avril, je commençais une mission, donc un stage. Moi, j'ai opté aussi pour la solution du stage. C'est pas ce que je recherchais à la base, mais ça s'est présenté à moi parce que en fait, j'ai vu l'offre et je me suis dit, bon, mais ça match avec ce que j'ai déjà fait, qui je suis et le type de structure qui peut m'intéresser. Mm. Et ça faisait un lien, voilà, c'est la boîte où je suis, il travaille autour de l'audio. Et donc, moi, étant avant passé dans la radio, ça faisait aussi un lien, donc il y avait une cohérence. Et comment je m'y suis pris, si ce n'est déjà moi la particularité, c'est un point important aussi. Moi, je suis en région, donc je cherchais à Toulouse, en Occitanie, peut-être un peu plus largement, voilà, mais principalement à Toulouse. Donc déjà, ça élimine pas mal d'offres. C'est pas du tout pareil de chercher quand même en région parisienne que en province. Il y a moins d'offres. Il faut être conscient du marché local. Il faut être conscient des entreprises qui recrutent. Donc moi, je me suis mis beaucoup en relation avec avec le monde du produit sur Toulouse. J'ai participé à beaucoup de meet-up, des conférences. J'ai essayé de me constituer un réseau local parce que je l'avais créé un petit peu avec la formation à Paris, mais c'était pas là où j'allais le développer puisque moi je cherchais à Toulouse. Donc ça, c'était important. Refaire son LinkedIn, se mettre actif sur les différentes plateformes de recrutement. Voilà. Et puis, c'est sûr que moi, j'avais ciblé aussi, un peu comme Vaeva, un type de structure d'entreprise, enfin de structure, on va dire, idéale. Et finalement, ben voilà, je suis dans une startup où je suis first PM, ce qui n'est pas forcément le plus simple. En full remote, ce qui n'est pas non plus forcément le plus simple. Mais voilà, j'ai eu cette opportunité de stage. J'avais envie de rentrer de suite dans le vif du sujet après la formation, de ne pas passer des mois à chercher, de continuer à évoluer, à apprendre. Donc, ça se passe bien, puisque maintenant, au bout de 6 mois,
quitter la durée de mon stage, on va poursuivre l'aventure. Donc voilà, c'est une solution qui peut être intéressante pour certains profils, en tout cas, au sortir de la formation. Voilà, ça permet aussi de se dire, OK, je suis dans une position où on va attendre de moi des résultats, mais on a moins peut-être de pression que si on rentrait de suite sur un contrat. Ça permet peut-être plus rapidement de mettre en pratique ce qu'on a appris pendant toute la formation. C'est ça, de se tester, de voir si ça nous correspond aussi, de tester un type de structure, voilà, des méthodologies de travail. Voilà. Ça peut être intéressant. Moi, ayant fait une reconversion professionnelle avant et donc ayant encore droit ouvert ça me permettait de faire un stage. Voilà, c'est pas forcément possible pour tout le monde en fonction des situations. Voilà. Ok. Est-ce que vous auriez tous les deux peut-être des conseils à donner à des personnes qui recherchent un job de PM aujourd'hui ou qui rechercheront demain d'ailleurs? Mais est-ce que vous avez des conseils pour eux? Moi, les conseils, ça va rejoindre ce que j'ai indiqué juste avant dans la manière dont j'ai procédé. C'est le tableau de suivi, je pense que c'est une très bonne chose parce que quand on est dans un cadre où on a une boîte qu'on a identifiée et qu'on a vraiment envie d'y aller potentiellement, ça permet d'avoir un suivi et de se dire, bon, bah, OK, il n'y a pas d'annonce chez eux, mais est-ce que j'ai déjà contacté quelqu'un? Dans combien de temps je me note de le relancer, etc. Et ces personnes-là, elles font aussi partie d'un réseau, donc potentiellement, elles entendent des choses et elles peuvent vous dire, ah bon, je sais que chez nous, on n'a pas de poste, mais je sais que telle boîte, ils ont un poste en ce moment, contacte-les de ma part. Ça arrive, vraiment, pour le coup, ça m'est arrivé 2-3 fois. Donc ça, il faut vraiment pas le négliger. Bien ciblé. Je pense qu'à la fin de la formation, on a la capacité de dire quel type de structure, idéalement, on veut s'orienter. Donc, comme tu l'as dit, Maëva, c'est définir ces critères et puis cibler, arriver à bien cibler le type voilà, de mission, de structure qui nous intéresse. Et puis, le réseau, voilà, on vous le rabâchera toujours. C'est vrai. Voilà, voilà, c'est la réalité. Il faut se mettre en relation, se forcer un peu si c'est pas notre fort, mais en tout cas à participer à aller rencontrer des gens localement, demander des demandes de connexion sur LinkedIn, poser des questions, essayer d'en savoir plus. Voilà, les PM sont des personnes quand même empathiques donc, et bienveillantes en général. Donc, moi, avant de faire Maestro, après, chaque fois que j'ai demandé 20 minutes pour des échanges, je les ai eus quand même la plupart du temps. Et c'est dans notre la phase de recherche qui peut être longue, où on peut, après la formation, où on est un peu peut-être galvanisé, on se dit ça y est, je suis prêt, j'ai plein de compétences, de connaissances, etc. On peut retomber un petit peu, il y a une forme de relâchement qui est normal. Il faut se remettre dans une forme de discipline pour rechercher du travail et avoir des petits entretiens avec des personnes qui sont en poste. C'est chouette. Moi, j'ai fait des suivis comme ça avec des personnes. Ça m'a beaucoup aidé. Bon, voilà, ça permet de prendre du recul, relativiser, de mieux appréhender le marché. Voilà, donc mettez-vous en relation avec des personnes. Voilà. Et ne restez pas tout seul. Je pense que ça, c'est une chose que beaucoup savent déjà. Je pense. Et ça introduit un petit peu ma prochaine question qui est, d'après vous, quelles sont les qualités qui sont essentielles pour devenir product manager? Plutôt un bon product manager. Je pense que ça va rejoindre ce que Thomas a déjà évoqué juste avant, c'est l'empathie, évidemment, beaucoup d'écoute, de la bienveillance, une capacité d'analyse importante. Et aussi, et ça, on le dira jamais assez, je pense, c'est la capacité à savoir dire non. Parce qu'on ne peut pas dire oui à tout. Savoir dire non, s'organiser, rigoureux, c'est hyper important. On est quand même
la personne ou une des personnes, si on est une équipe autour de soi, qui centralisons beaucoup d'informations. On est très sollicité par beaucoup de personnes, l'ensemble des équipes. Donc, il faut quand même être assez structuré, capacité d'analyse, tu l'as dit. Et puis, voilà, savoir challenger ses pairs, remettre en perspective, faire preuve de bon sens aussi des fois, aller au-delà juste de la mise en place de méthodes, frameworks, et puis savoir aussi trancher et dire, bon, voilà. Enfin, voilà, c'est des capacités, en tout cas des soft skills importants. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites concrètement aujourd'hui? Alors, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de PO. Donc, plutôt, en fait, je suis arrivée dans ma boîte, il y avait besoin de remettre toute la méthode agile en place, Ok. que l'équipe technique était un petit peu livrée à elle-même parce que la personne qui s'en occupait était prise sur trop de projets en même temps. Ok. Donc, ma première mission, ça a été de remettre du Scrum et de remettre toutes les cérémonies en place. Là, ça m'a mis tout de suite dans le bain de ce que j'avais le moins expérimenté finalement pendant la formation, mais que je connaissais de manière théorique. Donc, j'ai pu appliquer ça très, très vite. Et puis, si on reprend peut-être sur une journée un peu typique, c'est évidemment un daily tous les matins avec l'équipe technique. C'est du refinement, donc le fait de structurer, de reprendre les tickets pour faire en sorte qu'on est clair sur ce dont on a besoin de mettre en développement, etc., en reprenant les différents critères. Et pas mal de faire en fait de la précision sur ces éléments-là pour que ce soit clair pour toutes les personnes qui vont utiliser l'info. Pas mal de réunions avec les stakeholders. Donc les stakeholders, ça va être pour ma part en fait dans la surtech, ça va être des gens qui travaillent dans notre groupe assurantiel. Ça va être des personnes directement de notre boîte, donc notre care, donc le marketing, on va avoir l'équipe service client, etc. Donc, mon boulot, c'est de récupérer leurs besoins et aussi de leur faire part des nôtres, potentiellement, et qu'on arrive à trouver des consensus, de construire la roadmap ensemble, et puis aussi de trancher sur certains sujets. Voilà, en gros. Je pense que tu as sûrement des choses à compléter, Thomas. Moi, je suis dans. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que le poste peut être très différent en fonction des structures. Moi, je suis dans une petite structure, on est 4. J'étais le 4e. Donc, il y a beaucoup moins de process ou beaucoup moins, on est beaucoup moins évolué en termes même de mise en place de méthodes agiles, etc. Donc, moi, je suis arrivé pour faire le lien avec les différentes personnes. On a un CEO, un CTO, un développeur qui n'est même pas à temps complet chez nous, qui est en freelance. Donc, il faut aussi jongler avec ça, les emplois du temps de chacun. Donc, déjà, ça a été un travail un peu d'agenda, de définir des temps, voilà, des temps de réunion, de points, des daily, des moments où on fait des revues ensemble. Puis après, moi, je suis en charge de la gestion du backlog, tout simplement, donner le travail aux uns ou aux autres, et principalement voilà, à notre développeur, de faire le lien sur avec les clients aussi sur faire de la recherche utilisateur, récupérer de la donnée, travailler sur le développement des nouvelles features. Je fais aussi beaucoup de design aussi, parce que c'est assez orienté UX UI, donc je travaille pas mal sur Figma, un logiciel que j'ai aperçu durant la formation et auquel je me suis beaucoup plus mis aujourd'hui. Heureusement, j'avais un petit background en infographie, donc j'avais quelques bases, mais bon voilà, c'est un poste assez polyvalent dans lequel je suis, puisque moi, je suis amené à toucher un peu à tout, donc à la fois coordonner, prioriser, être ce maillon, cet élément qui relie les personnes, et en même temps être sur de l'opérationnel à des moments, faire de la création. Donc voilà, il
faut savoir jongler entre ces différentes Oui. aspects. Donc, c'est pas toujours simple, d'autant plus quand c'est récent, bon, voilà. Mais c'est intéressant, c'est formateur, on n'a pas le choix aussi, donc c'est cool. Et cette structure permet aussi voilà, il y a la possibilité dans une jeune start-up de toucher un peu à tout, et c'est génial aussi. Voilà. Ouais, pour moi, c'est pareil. Effectivement, on est une toute petite équipe et on prend la main sur les wireframes aussi. Enfin, en fait, c'est tous les aspects du PM tels qu'on peut le voir dans la formation avec ces différentes briques qu'on a la chance de pouvoir expérimenter quand on est dans une petite boîte. Ouais. Et ça induit un peu ma question d'après qui est qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail aujourd'hui? Alors, bah, évidemment, la discovery, je pense que c'est un moment, en tout cas, tout l'aspect de recherche, de mesurer, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant. Il se passe toujours plein de choses, c'est toujours nouveau à chaque fois, et ça lance des réflexions nouvelles tous les jours. Déjà que nous, on a un CEO qui a 10 idées par jour, donc en cumulant tout ça, ça fait beaucoup de choses qu'on a envie de faire. Mais après, il faut savoir calmer ses ardeurs. Qu'est-ce que j'aime faire d'autre? Ben, dès qu'on arrive à sortir une feature qu'on a travaillé depuis des semaines, voire des mois, c'est la consécration, quoi. Donc ça fait toujours plaisir. Et de mon côté, il y a aussi un gros travail d'optimisation des besoins des autres équipes en matière d'automatisation des process, des choses comme ça, donc qui sont un peu beaucoup en fait de notre côté produit. Et donc quand je vois qu'on arrive à faciliter la vie de nos équipes, ça aussi c'est très très gratifiant. Oui. Pour moi aussi, c'est toute la partie de recherche, le lien avec nos utilisateurs, comprendre comment ils fonctionnent, comment ils utilisent notre outil, ce qu'on peut être amené à développer. Bon, voilà. Et on a aussi, nous, toujours plein d'idées, on a des personnes autour qui nous apportent plein de nouvelles idées, donc c'est intéressant d'être dans cette émulation. On travaille aussi travailler à des moments sur des aspects plus techniques aussi et intéressants. On travaille beaucoup maintenant autour de l'IA, de développement de solutions autour de l'IA, donc c'est des éléments plus techniques et c'est intéressant de pousser ces domaines, ces aspects-là, parce qu'il y a un nouveau monde qui s'offre à nous. Et tout ce qui est automatisation aussi, je te rejoins, Eva, dans le fait il faut être intelligent quand on est peu ou qu'on est seul pour automatiser un maximum de choses, pour donner du temps là où il y en a vraiment besoin. Et il y a des choses qu'on peut facilement, avec des outils comme Notion et maintenant l'IA, automatiser. Voilà. Donc, c'est intéressant d'être dans la construction, voilà, dans le début d'un projet, d'une jeune structure. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va passer aux questions. Juste avant, je vais laisser la parole à Camille pour qu'elle vous parle brièvement de la formation. Et puis voilà. Hop, à toi Camille. Ouais, donc comme vous l'avez compris, chez Maestro, nous formons donc au Product Management. Nous avons deux formats disponibles. Donc soit le format en présentiel, comme celui donc Maëva et Thomas m'ont suivi. Nous avons également un format à distance qui permet de combiner un emploi actuel et ce projet de formation en Product Management. Et nous formons également au no-code sur une durée de 10 semaines. Et en cours du soir. Donc, pareil, vous pouvez totalement allier votre emploi et ce projet de formation. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes intéressé par la formation, c'est de prendre contact directement avec moi. Moi, je suis vraiment en charge de vous accompagner, de répondre à vos questions. Donc, voilà, un échange, ça reste le mieux pour avancer dans ce projet.
Magnifique. Et quoi d'autre? Avec Maestro, on organise très très souvent ce qu'on appelle des Maestrix, c'est nos webinars sur les sujets du produit. Donc aujourd'hui, c'est un peu particulier, on est là vraiment pour parler de l'expérience de Thomas et de Maëva dans leur formation et de comment ça leur a permis de faire cette reconversion. Mais sinon, on va avoir beaucoup de webinars qui vont être sur les sujets du produit. Et plutôt avec des experts produits. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez continuer à nous suivre sur Meetup, vous pouvez vous inscrire et comme ça, vous recevrez tous les prochains événements. Sinon, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et aller sur notre site de John Maestro. Je vous laisse aussi mon adresse mail, comme ça, si vous avez des questions plus sur le contenu de la formation, étant donné que moi, je suis responsable des intervenants, des apprenants, du contenu de la formation, du contenu pédagogique. Donc, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas. Et puis, je prends vos questions tout de suite. Il y avait beaucoup de questions qui étaient en rapport avec le stage, avec le fait que vous ayez tous les deux fait un stage. C'était pas fait exprès, en fait, parce que j'avoue que j'avais omis cette information sur Maëva. Mais il est vrai que dans nos formations, de plus en plus, il y a des personnes comme Maëva et Thomas qui ont recours à des stages. Pourquoi? Parce que le marché du product management est assez tendu en ce moment. C'est moins facile d'accéder à des postes de product manager sans avoir eu de l'expérience avant. Et du coup, c'est une bonne porte d'entrée de passer par un stage pour ceux qui ont le temps. Et c'est pas obligatoire. Tous nos apprenants ne le font pas. Mais ça peut être intéressant, comme je le disais, en fait, pour mettre en pratique rapidement ce que vous avez appris pendant la formation, parce qu'on observe que effectivement, là où avant, nos apprenants l'année dernière, enfin plus même l'année d'avant, ils mettaient moins de 6 mois pour trouver un poste. Aujourd'hui, c'est plus entre 0 et 12 mois, quoi, disons. Et du coup, on est sur une moyenne à peu près de 6 mois, donc ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps et ce qui fait qu'on peut perdre un peu de motivation parce que c'est pas facile en fait de chercher un job pendant un moment, de se prendre beaucoup de refus, de continuer, de retenter et de garder toujours la motivation, ça peut être un peu compliqué et d'autant que ça permet pas de mettre en pratique vraiment ce qui a été appris. Donc, c'est un peu dommage de perdre, entre guillemets, du temps entre le moment où on fait la formation et le moment où on exerce vraiment cette conversion en prenant un job de PO ou de PM. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oui, c'est une bonne alternative, comme tu l'as dit, pour rentrer dans le monde du travail et pourquoi pas, même si on commence un stage, ça n'empêche pas de continuer à candidater et de trouver encore plus facilement une opportunité d'emploi. Il y a des stages qui peuvent être un tremplin vers. Voilà, moi, ça a été un tremplin au sein même de ma structure. Je crois que toi, Maëva, ça t'a permis ensuite, tu as changé, si j'ai bien compris. Mais voilà, mais sur un CV, sur un profil LinkedIn, on est en cours, on est en poste. Bon, voilà, déjà, c'est pas la même chose. Donc, ça, c'est super. Non, clairement. Oui, c'est ça. C'est que c'est vrai que globalement, quand on est beaucoup sur LinkedIn, on a plus de chances d'être sollicité quand on montre qu'on est en poste que quand on ne l'est pas. Autrement, si je peux parler de mon expérience vis-à-vis du stage, attention, ça a ses limites dans le sens où toutes les boîtes qui proposent des stages ne sont pas forcément OK pour prendre des gens en reconversion. Parce qu'ils veulent nécessairement des gens qui sont dans un parcours de master ou de licence par rapport aux accompagnements qu'ils ont prévus. Donc ça, il faut en parler en toute transparence, c'est important. Et je suis pas forcément le meilleur exemple vis-à-vis du stage que j'ai fait parce que je suis partie en cours de route. Parce que j'ai eu l'opportunité que j'ai aujourd'hui et donc on a mis fin à mon stage pour que je puisse entamer mon salariat chez Nostrum 4.
Mais même pour continuer dans cette transparence, c'est pas forcément évident quand on est en dehors du parcours de formation initiale d'avoir une convention. Voilà. Peut-être que Maestro, demain, vous aurez d'autres. Ça va évoluer à ce niveau-là, mais c'est compliqué. Moi, très clairement, j'ai acheté ma convention, comme beaucoup d'étudiants, des moments peuvent le faire. Il y a des organismes qui existent. Faites attention, si jamais vous prenez cette voie-là. Il y a quelques organismes qui sont sérieux qui sont habitués à ça, mais voilà, il faut avoir en tête que ça aussi, voilà, ça a été un coût en plus. Moi, j'ai payé, si je ne me trompe pas, j'ai payé 500 €. Voilà. Donc, il faut le savoir. C'est un investissement aussi. Moi, que je ne regrette pas parce que la mission me plaisait. J'avais bien défini mes objectifs et avec l'entreprise, je savais qu'il y avait une possibilité d'embauche. Donc, je l'ai mis sur du long terme. Mais ne partez pas non plus dans un stage où, voilà, faites attention. Voilà, faites attention. Non, on est en train de faire les formalités, etc., pour pouvoir délivrer des conventions de stage plus tard. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. En tout cas, ce que tu dis sur le fait de payer des conventions de stage, effectivement, cette option, elle existe. Nous, ce qu'on conseille et ce qui marche assez bien, c'est qu'en fait, comme c'est des personnes qui sont en reconversion, forcément, ça a beaucoup de valeur en fait de prendre en stage quelqu'un en reconversion pour les entreprises. Donc, c'est possible aussi de négocier avec l'entreprise le prix de la convention en disant, voilà, moi, j'ai de l'expérience derrière, en revanche, j'ai cette convention à payer. Est-ce que vous pouvez la prendre en charge? Et en général, ça fonctionne. Alors, pardon, je regarde. Alors, le manque d'expérience dans le cadre d'une reconversion pro ne freine pas les entreprises dans le process de recrutement. Moi, je dirais non. Vas-y, mais moi, je te laisse répondre. Non, concrètement, et ça, on apprend aussi à l'appréhender pendant la formation, c'est que même quand on a fait un métier strictement différent, on a forcément des compétences qui sont transférables. Et dans le cadre des coachings, on apprend à justement mettre en avant ces compétences dans le CV pour que du coup, on montre qu'on est capable d'être product manager. Donc pour moi, non, c'est pas une limite, plutôt c'est une force. Il faut juste savoir bien l'exploiter, c'est tout. Ouais, c'est pour ça que Camille, elle est là aussi pour faire pour gérer les admissions au départ. L'idée, c'est que normalement, si vous êtes chez Maestro, c'est que vous avez un lien avec le digital avant et qu'il y a forcément des compétences qui sont transférables. Camille, elle est vraiment là pour les identifier, en fait, ces compétences-là et pour faciliter ensuite pendant la formation. L'idée, c'est vraiment de les mettre en valeur et c'est pour ça qu'il y a les coachings, c'est pour ça qu'on a des personnes qui font ce travail-là d'avoir des points individuels avec vous pour les faire ressortir en fait ces compétences-là et pour vous donner confiance. Voilà. Il y avait une autre question. Est-ce que malgré notre manque d'expérience dans ce domaine, avec cette formation, on arrive à avoir toutes les clés pour être au niveau? Ça dépend. Au niveau, on a les clés pour se lancer, on a les clés pour être au niveau, oui, on a les clés pour être au niveau. Après, ça dépend de son investissement, de son implication, voilà, et dans la formation et après. Le monde du produit évolue vite, il y a plein de méthodologies possibles. Voilà, il faut faire de la veille, il faut pas être statique. Voilà, il faut être quand même en mouvement et s'informer. Donc oui, on se met au niveau en ayant en plus pour certains un background avec déjà un domaine de compétences à mettre en avant. Donc ça, il faut capitaliser dessus. Voilà, chacun de vous, chacun de nous avons une expérience ou des qualités à mettre en avant, donc on peut les accentuer et voilà, donc ouais. Je fais une petite digression sur la question d'avant, mais on est au niveau, nous on est au niveau, vous le serez aussi. Oui, je confirme.
Je confirme, on a toutes les bases et puis après, ça va dépendre de la boîte dans laquelle vous allez arriver aussi. Ouais. De savoir quel est le niveau de maturité de la boîte vis-à-vis du produit. Est-ce que vous êtes prêt à vous challenger avec de la transformation digitale ou vous avez envie d'être dans une boîte qui est plus établie et qui est très product-led? Et après, en fonction de ça, vous avez quand même toutes les bases que vous avez eues en formation qui vous permettent d'orienter votre réflexion. Puis on est en équipe aussi, voilà, on n'est pas... Enfin, vous serez accompagné aussi de par vos collègues, forcément. Oui. Il y a François qui dit, est-ce qu'on peut dire que Maëva a constitué une roadmap de recherche d'emploi? Et je trouve que c'est... J'aurais plutôt dit un backlog, mais peut-être pas la roadmap. Au quotidien. Hein. Bah ouais, c'est clair, l'organisation, c'est à tous les niveaux, quoi. Oui. Il y a une dernière question de Charlène qui dit, est-ce que parce que le marché est bouché, sur ce type de... Pourquoi cela prend-il plus de temps pour trouver un poste aujourd'hui? En fait, ça prend plus de temps parce qu'il y a eu un moment où c'était vraiment... où on trouvait un job de PM très, très facilement parce que c'était très à la mode, parce qu'il y avait beaucoup de startups qui se lançaient, il y avait beaucoup de levées de fonds, donc ils avaient de l'argent à investir pour créer des postes là-dedans, etc. Aujourd'hui, le marché, il a changé parce que il y a beaucoup moins d'investissement dans les startups, c'est beaucoup plus difficile de lever des fonds, donc c'est difficile pour elles de créer des postes. Et ce qui fait qu'en fait, on est sur un vivier de postes existants, mais très peu dans la création de postes. Ce qui fait que c'est plus long et c'est un peu plus difficile. Mais c'est pas pour autant impossible. Et c'est juste que voilà, du coup, ça prend plus de temps pour ces raisons-là. François qui dit désolé, besoin d'améliorer ma sémantique. Absolument, il faut que tu viennes faire cette formation, François, c'est pour ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, ou à moins que j'en ai loupé, mais je ne pense pas. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci 1000 fois Thomas et Maëva. C'était vraiment super chouette de vos nouvelles. Et en plus de pouvoir échanger avec vous, c'est ultra précieux ce que vous avez partagé avec toutes les personnes qui sont là. Et je suis sûre que ce sera utile pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon déjeuner si vous n'avez pas encore déjeuné, et puis à bientôt. À bientôt, merci. Bonne journée.